Pendant ton stage avec les jeunes Australiens pendant la Coupe du monde en France, qu'est-ce Ouais, qui, qu'est-ce qui t'a frappé comme grande différence par rapport à ce que toi, tu avais vécu dans le rugby français? ouais. Alors, il y avait, moi, pour avoir connu les centres de formation à l'ancienne et il y a des choses qui ont pas changé parce que je vois enfin, les jeunes dont je me suis occupé, pour nous, c'était, concours de développé couché tous les 3 jours, quoi. Tu vois? Il fallait pas nous laisser les clés de la salle. J'avais un développé couché qui était plus lourd que mon squat. Hem, En Australie, beaucoup d'haltéros. D'accord? Ils bougeaient bien. Beaucoup de lourd, même du lourd avant les matchs. Alors ça, je pense que c'était, tu sais, c'était à ce moment-là, c'était un peu les tests. Oui, si tu pousses lourd la veille, le lendemain, tu as du gaz. On avait Ouais. fait ça la veille de rencontrer les Blacks sur les matchs. Ça se vaut, ça se vaut pas, mais j'avais vu beaucoup de choses sur la prophylaxie qui étaient intéressantes. Mais moi, c'était surtout la manière dont les mecs amenaient l'haltéro, la manière dont les mecs étaient formés et foutus. Je me souviens la première fois que j'ai vu débarquer les Waratahs, parce qu'on partageait la salle de muscu avec eux. Je vois les mecs rentrer et je me dis, tiens, c'est marrant, ils sont pas si volumineux que ça. Tu sais, tu as un regard un petit peu bodybuilder, tu regardes un peu les mecs, tu regardes les bras, tu regardes les jambes, tu regardes les pecs. Mhm. En fait, tout ce qu'un gamin, justement, en centre de formation, il voudrait travailler, en fait, ils l'ont pas, ça. Ils ont des très gros quads, ils ont des culs énormes, genre, tu sais, bam, le cul qui Ah, un ressort. sprinter, ouais. Ouais, et après, tablette de chocolat, des très bonnes épaules, tu sens que c'est dense et même la partie haute claviculaire est souvent un peu développée. Mhm. Par contre, pas de gros bras, pas de gros pecs. En fait, c'est des athlètes. C'est comme tu dis, c'est des sprinters, c'est des athlètes, c'est des très bonnes ceintures de gainage, ceinture Mhm. scapulaire, ceinture du bassin Mhm. et tout ce qu'il faut pour démarrer fort. Mais après ça, c'est pas des bodybuilders. Et c'est ça qui m'avait choqué. Ça m'a fait complètement réintégrer la pratique préparation physique. Quand tu as vu la préparation physique là-bas et comment ils la faisaient, quels étaient les éléments qui manquaient peut-être en France que toi, tu n'avais pas vécu et que tu aurais peut-être voulu avoir quand tu t'entraînais en France? Ouais, à cette époque-là, quand on y était, nous, je pense qu'il y avait pas assez c'était beaucoup trop dissocié. C'est-à-dire que tu tirais 4 fois sur une planche pour ton dos, tu allais sur le développé couché, tu étais allongé, tu te branlais la nouille entre toutes les séries Mhm. et tu faisais du quart de squat parce qu'on t'a vraiment jamais appris un squat, et cetera. Ouais. Donc ça, c'était un petit peu ce qui me choquait. Mais enfin, j'en veux même pas aux personnes qui nous faisaient ça parce qu'il y avait pas de il y avait franchement, l'information n'était pas aussi grande qu'aujourd'hui pour les prépas physiques. Je vois ce que les mecs font maintenant en sortie d'études ou ce qu'ils connaissent. Mhm. Je me souviens que nous, on n'en connaissait pas autant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des machines de guerre avant nous. Et tu vois, je regardais les reportages sur Gunther la dernière fois. Je ne sais pas si tu vois Mhm. qui c'est. C'est Jean-Pierre Égé qui l'entraînait. Et je Ouais. revoyais tous les documentaires sur lui. Et en fait, tu avais déjà des mecs qui étaient dans l'entraînement, des pionniers, des mecs qui avaient tout compris l'entraînement, sauf que personne t'en parlait. En Ouais. STAPS, on te parlait de quoi? On te parlait de l'aérobie. Nous, le mec qui nous faisait les cours en préparation physique, musculation, c'était un kiné. Ouais. Bon, bah voilà, hein, tu as compris l'importance de la force et de. En fait, il n'y avait pas ça. Et quand le STAPS est détenu par des théoriciens et des chercheurs, ben, à part te parler des souris, il ne se passe pas grand-chose, quoi. Ouais, c'est le problème. Ça, c'était côté donc entraînement. Côté culture de la performance, Ouais. attitude des joueurs, mental, quelle différence tu as vu de ce côté-là? Alors, moi, quand je suis arrivé dans le club, déjà, alors avant même de parler comment dire, de l'académie, quand je suis arrivé dans le club australien, sachant qu'il y avait en fait à ce moment-là, il y avait le Super 14 et ensuite il y avait les clubs. Mhm. Donc le club, c'est 5 équipes, ça démarre à 8 heures du matin pour l'équipe 5 et ça monte comme ça. Ça monte jusqu'à l'équipe 1 et l'équipe 1, en fait, le match est retransmis de manière territoriale euh, à la télévision. Donc enfin, pour nous en France, ce serait l'équivalent de France 2 régions ou France 3 régions et c'est un Mhm. peu l'équivalent des matchs de Fédéral 1 chez nous. Ouais. Donc, du coup, quand tu t'entraînes, en fait, si tu es bon, tu montes les étapes comme ça. Et quand je suis arrivé, forcément, j'avais été vendu par mon entraîneur qui connaissait le mec qu'ils avaient joué ensemble pour l'Angleterre saxon. C'était Mhm. un peu l'équipe à prime avant là-bas. Mais j'arrive, moi, je reviens d'un an et demi d'arrêt, de blessure. Je parle pas un mot anglais aussi vite qu'un accent australien d'enfoiré. Ouais. Et donc, je comprenais rien à ce qu'ils me disaient. J'étais complètement à la ramasse. En fait, ils m'ont fait m'entraîner quelques fois avec l'équipe 1 et après, ils m'ont tège. Et on dit, ouais, il est gentil, lui, mais il faudrait déjà qu'ils comprennent ce qu'on dit. Ouais. Et j'ai fait les premiers tests physiques. Alors, ils étaient sur la fin de leur test physique. Et moi, je me rappelle que j'étais pas je pense que j'étais pas inné le meilleur rugbyman au monde.
J'avais pas des grosses qualités physiques de manière innée, mais j'ai beaucoup bossé. Et en fait, je me souviens que dans tous les clubs où j'étais, les tests VMA, aérobie, VAM-EVAL, j'avais jamais fini un truc derrière quelqu'un d'autre ou avant que quelqu'un s'arrête. Ouais. Et là, il y avait peut-être le décalage horaire, mais je me souviens déjà de mon premier entraînement avec eux. C'était des allers-retours avec des sprints, etc. Et là, je vois 3 autobus australiens qui me passent devant. Ils sont plus grands, ils sont plus lourds et ils vont finir devant moi sur les navettes. Ouais. Et là, j'étais là, mais qu'est-ce qui se passe? C'est moi qui suis hors de forme. Mais en fait, non, parce que la culture du physique était complètement autre. Alors que chez moi, dans tous les clubs que j'ai fait, les Fédérales 1, les Espoirs, et franchement, on va pas se mentir, le métro étant Pro D2 à cette époque, une fois que tu avais atteint le palier que tu t'étais dit que tu ferais il y a une semaine, en soirée, tu avais dit bon, j'irai jusqu'au 15 et je m'arrêterai, les mecs poussaient jamais la machine. Mhm. Alors que là-bas, ça y allait, il y avait de l'ego, ils y allaient jusqu'à dégueuler. Je me suis dit waouh, ils sont vraiment plus fit. Et ça, c'était déjà au niveau fédéral 1. Voilà. Et après, donc, quand je suis arrivé dans l'académie, j'ai compris que ouais, le physique, c'était important pour eux. En plus, parce que la moitié des joueurs viennent de NRL. Mhm. Et en NRL, c'est des monstres de puissance, quoi. Mhm. Même chez les jeunes, c'est abusé. Ça Ça, démarre fort. ouais, ça court énormément sur un Ouais, match aussi. Ils font des kilomètres et des kilomètres, hein. c'est clair. Donc là, j'avais été vraiment bluffé par le niveau athlétique des mecs. Mais déjà, physiquement, les garçons étaient plus plantés, je trouve, qu'en France, par exemple. Et tu te souviens de quels critères ou quels tests physiques ils utilisaient? Est-ce que tu faisais certainement des tests de vitesse, ensuite, comme tu as dit, des tests soit VMA, soit autre. Tu te rappelles un petit peu de qu'est-ce qu'ils utilisaient comme critères de performance physique? Franchement, ils ne connaissaient pas la navette australienne. Donc, elle a été inventée en France, c'est ça que tu essaies de dire? Je te jure, quand je leur ai parlé de la navette australienne, enfin, ils connaissaient le principe, ils l'utilisent. Mais quand je dis, Ouais. ouais, ça c'est une navette australienne, Australian Shuffle, ils m'ont regardé, qu'est-ce qu'il raconte encore lui? Il y a plusieurs fois où tu passes pour un mec stupide à l'étranger et ça, c'est des moments où tu en fais partie. Mais sinon, non, j'ai pas de souvenir précis de ce qu'ils utilisaient, sachant qu'ils avaient des ratios de force comme tout le monde. Mhm. Ils regardaient beaucoup les ratios, enfin, sur l'académie, les ratios de squat et de deadlift, par exemple, Ok. et ils les forçaient quand même à faire des cleans. Mhm. Et après, sur les vitesses, ça y allait sur les 10, ça y allait sur les 20, ça y allait sur les 30 mètres. Ok. Je n'ai pas le souvenir sur les tests qu'on a fait, franchement. euh, les tests n'étaient pas plus malins qu'en France. Enfin, ce que je me souviens des tests de vitesse. Par contre, sur le conditioning, et après, je l'ai retrouvé dans les équipes australiennes. Et ce que je Mhm. n'avais pas vu encore en France, mais parce que non plus, je n'étais pas allé au très haut niveau à ce moment-là, pour encadrer les équipes, c'était tout ce qu'ils avaient commencé à intégrer dans leur 15-15, dans leur 20-20. Tu sais, c'était tu fais ta navette, justement, et au moment où tu passes au sol, boum, il y a un mec qui tombe dessus. Et tu dois te démerder pour te libérer ou pour libérer un ballon qui est fictif. Et après ça, j'ai commencé à l'intégrer dans les routines avec les mecs en perso parce que en fait, je me suis aperçu et c'était l'idée ensuite que j'ai retrouvé un peu dans le CrossFit, c'est tu peux avoir la meilleure VMA du monde, sincèrement, quand la nécessité utilise d'autres fibres Mhm. parce que tu as besoin de te retourner, tu as besoin de combattre, etc. Mais tu peux avoir n'importe quel cardio dans une baseline qui tient bien parce que tu t'es entraîné à courir. Et nous, on a le problème en France, en plus de l'histoire des profs de sport. Donc, autant te dire que le travail aérobie, il est très, très, très ancré. Et Mhm. ben, quoi qu'il se passe, s'il y a des tâches au sol, s'il y a quelque chose de différent qui se passe au niveau émotionnel aussi, je veux dire, combattre au sol, c'est pas la même chose que de courir 50 mètres pour se replacer. Il n'y a pas le même tarif émotionnel. Là, tu as le cœur qui part en pompe et tu n'es Mhm. plus à la même fréquence cardiaque sur les équivalences VMA. Donc, ça ne veut plus rien dire. Et donc, c'était bien d'incorporer tous ces moments de stress où tu passes au sol, tu es emmerdé, tu vois plus, tu sais plus où est le sol, tu sais plus où est le jour. Tu dois te retourner, tu dois combattre, tu dois te battre. Franchement, ça m'avait choqué. C'est vrai, comme tu as dit, la demande d'une phase de combat, il y a une tension que tu dois produire au niveau du haut du corps, presque une tension isométrique et réactive du fait que tu te bats contre un autre humain, Ouais, qui est complètement différente que même faire un passage au sol avec des pompes, tu n'arrives même pas à la moitié ouais. de l'intention et de la tension qu'il faut mettre pour pouvoir avoir une phase de combat à proprement parler. Donc, comme tu as dit, cette intégration, elle est super intéressante. Tu te rappelles un petit peu de la proportion de préparation, on va dire, intégrée et la préparation dédiée qu'ils faisaient par rapport à votre semaine d'entraînement? Ça se passait comment? Ouais. Est-ce qu'il y avait beaucoup de dédiés ou est-ce que c'était souvent intégré dans le jeu? Il y avait quand même du dédié. Mais après, j'étais pas mal avec les blessés. Donc, forcément, eux avaient une partie qui était plus importante en dédié à la fin pour Ouais. éviter de les cramer. Mhm.
il y avait forcément de la partie intégrée parce que j'étais aussi avec le set à ce moment-là pour suivre ce qu'ils faisaient et le set des jeunes. Et le mec qui me suivait s'appelait Craig Twentyman et ensuite il a pris l'équipe qui est partie enfin, je crois ils ont raflé le titre ou ils étaient pas loin du titre en Olympique chez les Australiennes il y a quelques années. Ok. Et du coup, ils avaient énormément de travail avec ballon, donc il y avait une synergie entre les deux coachs, entre le coach terrain et son prépa physique. Mais après, c'est comme tout. Le problème de l'intégrer, c'est que tu n'es pas sûr de toucher tout le monde. Forcément, il y a des postes qui sont Mhm. privilégiés à toucher le ballon, d'autres à s'oublier un petit peu le long de la ligne. Donc, tu as forcément des rappels et tu le retrouves ça aussi dans les clubs. C'est-à-dire qu'ils évaluent les trackers et puis après, ils disent, bon, allez, toi, tu vas me rajouter ça en termes de dose de travail. Donc, tu avais les deux déjà qui étaient intégrés, sachant qu'il y avait déjà les GPS.